Oui, donc un peu l'idée de faire un point. D'abord, parce qu'on va reprendre les points de presse du parti de gauche, pas toutes les semaines, mais bon, réguliers. Euh, et deuxièmement, bon, c'est la rentrée, même si notre rentrée a déjà une semaine, mais il s'est passé beaucoup de choses dans la semaine écoulée. Donc un peu recadrer un peu comment on se projette, nous, dans cette rentrée. Donc, redire que le problème, c'est pas de savoir si le gouvernement doit en faire plus, c'est de dire que le gouvernement doit faire ce qui est juste. C'est pas un problème de quantité, c'est un problème de qualité. Donc, exemple, euh, François Hollande, dans son fameux discours au Bourget, avait dit qu'il avait un adversaire qui était la finance. Donc, on attendait que, dès l'arrivée du gouvernement en place, du gouvernement socialiste Europe Écologie, il y ait des mesures significatives de ce point de vue par rapport à la finance. Bon, dans les mesures qui étaient contenues dans les propositions de François Hollande, il y avait par exemple la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires. Il y avait un certain nombre de propositions fiscales, notamment la taxation à 75%, le doublement du plafond du livret A. Or, le mois de juillet, l'impression que ça a donné, c'est que oui, il y a eu des mesures qui ont été prises, qui ont effacé un certain nombre de décisions catastrophiques qui avaient été prises par Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Ça, oui. Mais par contre, il n'y a pas un signe clair de réorientation en profondeur. C'est ça notre critique. C'est pas un problème de nombre. Ça, c'est par rapport à la finance. Deuxième problème par rapport à l'emploi, tout le monde savait qu'il y avait des plans de licenciement qui seraient annoncés après les élections. Les syndicats l'avaient dit, et c'est ce qui se passe. Or, il y avait eu un engagement du Parti socialiste et du candidat de faire passer une loi par rapport aux plans sociaux dans les entreprises où il n'y avait pas de justification de ces plans sociaux. Arnaud Montebourg notamment, mais même François Hollande ont été dans un certain nombre d'usines pour dire aux salariés qu'il y aurait des mesures qui permettraient justement d'empêcher les fermetures d'entreprises qui n'ont pas de justification économique. Il fallait donc donner ce geste tout de suite. Or, non seulement il ne s'est rien passé, mais il ne se passe toujours rien. Et le message est clair, le message donné aux entreprises, c'est vous pouvez continuer à licencier. Et les entreprises, évidemment, ne s'en privent pas. Non. Donc, on peut toujours à côté mettre des emplois d'avenir, dont il y a pas mal de choses à dire, mais c'est pas ça qui va pouvoir relancer l'emploi au moment où il y a des milliers de licenciements, sans compter évidemment, parce que c'est vrai que les plans de licenciement sont ceux qui font le plus de bruit, mais à côté, en général, ça veut dire aussi fin des contrats des intérimaires, des salariés en CDD, et ainsi de suite. Donc c'est ça que nous reprochons, c'est qu'il n'y a pas de décision qui soient des décisions emblématiques qui montrent clairement une réorientation de politique. Alors, il faut quand même se rappeler que le Parti Socialiste avait expliqué qu'ils avaient tout préparé pour un an. C'était Laurent Fabius qui était en charge de ce programme. Et là, on a l'impression, on se dit, mais finalement, on a l'impression qu'ils sont arrivés impréparés. C'est ça qui est dramatique. Et c'est ça aussi qu'on critique. Jean-Marc Ayrault, lundi, dans son intervention sur France 2, a expliqué qu'il n'avait pas prévu de changer de braquet. Non. De fait, la semaine a montré que finalement, François Hollande commençait à prendre conscience qu'il allait falloir changer de braquet, parce que la situation est bien plus dramatique que ce qu'il pensait. Mais c'est ça qui est surprenant. C'est-à-dire, comment ont-ils pu penser que la situation était tranquille et qu'il suffisait de planifier sur des mois les prochaines mesures, alors que, bon, que ce soit la crise économique, que ce soit la crise sociale, les plans de licenciement, le chômage, tout montre qu'au contraire, il y a des gestes à faire très vite. Bon. Troisième point, ce qui est assez emblématique, c'est ce qui se passe à Sodi Médical. C'est-à-dire que une entreprise qui n'a pas de problème financier,
décide, une entreprise donc, en l'occurrence allemande, mais elle pourrait être n'importe quoi, ce serait exactement pareil, hein, décide de fermer donc, une usine en France, parce qu'en fait, il délocalise. La justice française donne tort à l'entreprise, exige que les salaires des salariés soient payés, et il ne se passe rien. Les salariés ont gagné tous leurs procès, et il ne se passe toujours rien. Et quand leur avocat échange avec le cabinet de la ministre de la Justice, il leur est répondu que le gouvernement ne peut rien faire. La ministre ne peut rien faire. Donc ça, c'est pas admissible. C'est pas admissible en droit. C'est une décision de justice à la justice de la faire appliquer. Donc ça, première chose, ce n'est pas admissible en droit. C'est pas admissible socialement pour ces femmes. Hein. Femmes et hommes, il y a aussi quelques hommes. Et ce n'est pas admissible politiquement. Parce que la gauche envoie comme message par rapport à une telle pratique patronale un message d'impuissance, pour les salariés, c'est délétère, parce que ce qu'elles entendent, c'est de toute façon, on ne peut rien pour nous, les lois ne sont pas respectées dans le pays, quand c'est pour nous, parce que, comme le disait une salariée de l'entreprise à la télévision, quand il s'agit de faire appliquer les décisions de justice pour les Roms, là, elles sont appliquées, donc c'est un 2 poids 2 mesures, et c'est délétère globalement, politiquement, parce que ça donne un message qui est, les patrons peuvent faire ce qu'ils veulent, ils ne risquent rien. Et donc, ça veut dire que d'autres chefs d'entreprise risquent très bien de se dire, puisqu'à ce dîner médical, il ne se passe rien, nous, on va en faire autant. Donc, dans la situation actuelle, c'est criminel d'avoir un tel message. Et ce n'est pas un message qu'on attend de la gauche. C'est-à-dire que la gauche envoie un tel message, c'est franchement criminel, c'est dramatique. Dernier point, c'est sur la question des gaz de schiste. Parce que sur le nucléaire, sur Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas de surprise. Ça a toujours été les positions du Parti communiste, donc du Parti socialiste. On peut les regretter. Quel lapsus. L'art du lapsus. Exactement. On peut les regretter, ces positions, mais en tous les cas, il n'y a pas de surprise. Par contre, sur les gaz de schiste, là, c'est écologiquement criminel comme déclaration. Parce que, bien évidemment, ce que comprennent les pétroliers, c'est, de fait, l'interdiction va sauter. Hein, c'est exactement ça le message qui est donné. Qui est un message qui, finalement, ne voit pas plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire, puisque le prix du pétrole flambe, on va s'empresser de remettre de nouveaux gisements en exploitation, donc les gisements de gaz et huile de schiste pour ce qui est du pétrole, sans se poser des questions sur les conséquences à long terme pour la planète. Donc on ne peut pas à la fois avoir la conférence environnementale les 14 et 15 septembre sur la transition énergétique et avoir au même moment un message qui est un message de lever l'interdiction de l'extraction des gaz et huiles de schiste. Il y a une contradiction absolue et c'est pareil, c'est un nouveau message. Donc voilà, nous, notre critique, elle est celle-là. Pour nous, il ne s'agit pas, en tant que parti de gauche, de dire on vous l'avait bien dit, on va attendre que tout ça s'écroule et on ramassera le fruit mûr. C'est pas comme ça que ça se passe. Nous savons très bien que si ce gouvernement n'est pas à la hauteur des espérances qu'il a portées et de la confiance qui a existé pour un certain nombre d'électeurs, le résultat sera dramatique. C'est-à-dire, ce sera quoi le résultat ? Un des résultats les pires, c'est évidemment la montée de l'extrême droite. Donc nous ne nous sommes pas battus pour mettre Sarkozy à la porte et empêcher la montée du Front National pour attendre, les bras croisés, qu'il y a un retour de la droite, et allié cette fois-ci avec la droite extrême. Donc nous, notre rôle en tant que parti de gauche, c'est avec le Front de gauche, bien évidemment, de mener des mobilisations, d'être aux côtés de tous ceux qui se battent, comme les travailleuses de Sodi Médical, d'essayer de tout faire pour aider, justement. Par exemple, les travailleuses de Sodi Médical, donc on a amené notre caisse de solidarité. On est en train d'essayer d'obtenir un rendez-vous auprès de Madame Taubira pour lui expliquer toute l'importance qu'il y a à faire appliquer la loi.
Qui va avoir rendez-vous avec elle chez vous? Écoutez, pour l'instant, c'est Jean-Luc et moi qui demandons le rendez-vous. Hein. On est en train de... Bon, là, elle a été malade, donc on la laisse reprendre. Elle a bu un mauvais cocktail, c'est ça? Non, elle a eu un malaise. Elle a eu un malaise, d'épuisement, j'imagine. Hein. Bon, ça, on peut que lui souhaiter un prompt rétablissement. Surtout que c'est une femme, Madame Taubira, une femme courageuse. Bon, donc il n'y a pas de problème. Hein. Et donc nous souhaitons avoir un rendez-vous assez rapidement, donc pour lui expliquer justement la situation et le fait que c'est fondamental que, au contraire, la justice passe, quoi. Donc. Mais qu'est-ce que vous attendez qu'elle fasse? Mais qu'elle fasse appliquer les décisions de justice. C'est fondamental. Hein, c'est-à-dire qu'elle oblige l'entreprise allemande à payer les salaires de ses salariés de Crédit Mutuel. Ça fait 11 mois qu'elles n'ont pas touché leur salaire. Hein, n'importe quel... c'est un vol. Donc, et il y a eu les décisions de justice condamnant l'entreprise à payer. Donc, et elles ne peuvent rien faire de plus. À chaque fois, elles vont en justice en demandant... La justice leur donne raison. Il ne se passe rien. Est-ce qu'à votre avis, pour l'instant, ça ne se fait pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est où le blocage pour vous? Il n'y a pas, là, je pense que le gouvernement ne tape pas du poing sur la table suffisamment. Il faut qu'ils publiquement, ils tapent du poing sur la table, ils disent que l'entreprise doit payer, bon, et qu'y compris, ils interpellent le gouvernement allemand, le gouvernement de Mme Merkel, pour que il y a des accords de justice entre les deux pays. Donc bon, là, c'est les avocats qui sont obligés de trouver le contact en Allemagne pour faire appliquer, pour essayer de faire pression sur l'entreprise. C'est pas normal, il y a un gouvernement qui est responsable des décisions que sa justice, hein, enfin pas la justice du gouvernement, mais que la justice de notre pays a rendues. Donc c'est au gouvernement de faire le nécessaire. Donc voilà, donc nous, notre préoccupation, elle est celle-là. Elle est, au contraire, de faire en sorte qu'il y ait un changement de politique. Bon, et vous avez eu une réponse du ministère? Là, pour l'instant, comme elle a été malade vendredi, donc je vais rappeler aujourd'hui pour voir si on peut avoir un rendez-vous le vendredi. Du coup, quand j'ai vu ça, je ne l'ai pas appelé. Je me suis dit que c'était pas le jour, quoi. Hein. Bon. Donc voilà notre volonté. Nous voulons que tous les électeurs qui ont voté pour François Hollande et qui ont voté pour que Sarkozy, que son gouvernement s'en aille, que la majorité de droite s'en aille, nous voulons que ça ait des conséquences. Et pas que dans 5 ans on se dise ils n'ont rien fait et il y a le retour de la droite extrême droite. Voilà notre ligne de travail constante pour nous, et en fonction de ça, effectivement, nous pensons que c'est par la mobilisation et en portant justement les mobilisations dans les institutions, donc par l'intermédiaire de nos deux groupes parlementaires, que nous pourrons empêcher que le gouvernement s'endorme et ne soit pas à la hauteur, parce que la réalité, elle est celle-là. Bon. Avec un dernier point, donc évidemment, la campagne contre le traité européen. François Hollande s'était engagé à renégocier ce traité. Le contenu du traité n'a pas changé d'une ligne. Bon. C'est donc normal qu'il y ait débat dans notre pays, que le débat soit organisé et qu'il y ait un vote qui tranche, puisqu'il n'y a pas eu modification, qu'il y ait un vote des Français pour dire le candidat s'est engagé à ce qu'il y ait une modification, il n'y a pas eu de modification. Est-ce que le peuple français pense qu'il faut quand même adopter ce traité ou pas? Nous sommes convaincus que le peuple français est contre l'adoption de ce traité, surtout quand on voit les avant-projets de loi sur le sujet. Et ce qu'a dit Hérault hier, sur le fait que c'était sur France Inter, je crois, où il disait qu'il n'y avait pas de raison de ne pas continuer sur cette voie-là, qui était celle du gouvernement suivie jusqu'ici. Il n'y avait pas l'intention de renégocier. C'est un petit peu surprenant de dire qu'il n'y a pas de raison de ne pas continuer, parce que la voie, c'est la voie qui a été tracée par Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Donc il y avait quand même eu une expression qui disait que c'était pas la bonne solution. Moi j'ai entendu, puisque j'étais député, mes collègues socialistes à l'Assemblée, dire que ce traité n'était pas un bon traité. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est un gouvernement socialiste que le traité a changé de contenu. Non. Donc ce traité qui n'était pas bon sous la droite, il n'est pas bon sous la gauche. Non. Et le problème, c'est qu'il fixe une ligne qui est effectivement une ligne d'austérité, qui est intenable. Les différents pays de l'Union n'ont jamais réussi à tenir le respect du traité des taux fixés par le traité de Maastricht, qui était 3%. Et là, on nous dit qu'il va falloir arriver à 0,5%, en période de crise. Bon, et en période où il faudrait au contraire avoir une politique volontariste de reconversion écologique. Donc on est en train... finalement, d'aller sur le chemin
qui est le chemin, par exemple, de l'Espagne ou le chemin de la Grèce avant. Donc on va dans une récession généralisée en Europe, bon, qui est bien évidemment, du coup, des politiques qui vont être payées partout par les peuples, quoi. Et c'est pas le problème de l'euro. Regardez en Angleterre, il y a la même situation. Donc c'est vraiment des choix économiques qui sont faits, quand on regarde tous les textes européens, qui ont un objectif qui est central, qui est la diminution de la dépense publique. C'est obsessionnel finalement aujourd'hui dans les gouvernements de l'Union et dans le traité. Bon, c'est la critique que nous portons. Nous ne sommes pas pour faire des dépenses pour dépenser, mais parce que tout simplement, c'est l'avenir de notre pays, mais de l'ensemble des pays. Si on continue à tout transmettre au privé, on voit les catastrophes que ça donne dans tous les pays. Donc voilà la raison de notre rejet. Donc il va y avoir la campagne contre le traité pendant tout le mois de septembre. Nous continuons à demander la loi contre les licenciements boursiers. Elle est fondamentale parce que c'est un geste. Et le fait qu'elle ne soit pas inscrite à l'ordre du jour, celle présentée par le Front de gauche ou une autre, nous ne sommes pas braqués sur notre texte de loi. Du moment que c'est un bon texte de loi, c'est positif. Mais il faut qu'il y en ait un. Et puis il faudrait aussi une loi contre la spéculation et contre les paradis fiscaux. Parce que, vu que aux journées d'été du MEDEF, il y a des chefs d'entreprise qui ont expliqué que si le gouvernement s'obstinait et le président de la République s'obstinait à tenir leurs promesses, les entreprises iraient investir ailleurs. Bonjour le patriotisme de nos entreprises françaises. Voilà. Donc nous disons il y a d'autres possibilités économiques, mais il faut avoir la volonté. Voilà. Je ne vais pas faire plus long. Sur le traité, du coup, il y a Besancenot qui disait hier que vous aviez pris contact avec eux. C'est bien le cas, du coup On a appelé l'ensemble des forces qui sont contre le traité à participer collectivement dans une mobilisation unitaire. Du coup, lui, moi, de ce que je comprenais, c'était qu'il y a eu des contacts directs. Oui, on est en train de voir l'ensemble des forces. Il y a une rencontre du Front de gauche avec Europe Écologie demain soir. Il y aura une rencontre avec l'UNPA, donc nous voulons... C'est qui ces rencontres Europe Écologie ? C'est une délégation du Front de gauche. Il y a qui dedans ? Écoutez, je pense qu'il y a Francis Parny, Éric Coquerel, mais je ne sais pas qui d'autre. Je saurai ça tout à l'heure, puisque nous avons la coordination à 11h. La rencontre avec Europe Écologie en disant, puisque vous dites que vous allez voter contre le traité, êtes-vous disponible pour une campagne commune, contre le traité. Après... Et vous les voyez quand ? Demain soir. Et vous voyez qui chez Europe Écologie ? Écoutez, ça je ne sais pas pour l'instant. Donc, vous y serez-vous ? Non. D'accord, c'est Francis Parny et Coquerel. Oui, puis je pense qu'il y aura d'autres membres des autres forces du Front de gauche, mais on a la coordination à 11h. Hein. Chez ELV, a priori, ils nous ont dit qu'eux, ils n'iraient pas manifester contre le traité, quoi. Eux, ils sont pas pour le référendum, donc... Oui, mais bon, discutons, voyons ce qu'ils sont prêts à faire. Oui, j'ai compris que je m'inquiète parce que j'ai l'impression que c'est même pas qu'ils n'iraient pas manifester contre le traité, c'est qu'ils manifestent contre rien. Parce que samedi, ils n'étaient pas à la manifestation pour la régularisation des sans-papiers, ce qui est une grande première. Il n'y avait pas un militant d'Europe Écologie samedi à la manifestation. Moi, j'ai jamais vu ça. Je suis rentré chez les Verts en 93. J'avais jamais vu qu'il n'y ait pas de représentants des Verts ou d'Europe Écologie dans une manifestation à ce sujet. Alors je ne sais pas, peut-être qu'effectivement ils vont se contenter de manifester sur les questions d'environnement et pas sur le reste. Du coup, la rencontre demain, vous en attendez quoi ? Qu'il y ait, si vous voulez, si on veut vraiment faire bouger le gouvernement, et nous ne le sommes jamais, il faut qu'il y ait une mobilisation massive, donc de l'ensemble des forces qui sont contre le traité. Donc puisque Europe Écologie dit qu'ils sont contre, on dit voyons ce qu'il est possible de faire en commun, même si tout n'est pas fait en commun parce qu'ils ont des façons de se positionner qui sont un peu différentes, mais voyons tout ce qu'il est possible de faire en commun, parce qu'il faut que nous fassions une grande campagne d'éducation populaire au niveau de notre pays pour expliquer, faire comprendre ce qu'il y a dans la loi qui va être présentée au Parlement, et une loi qui porte la ratification du traité. Par exemple, je ne sais pas si dans le texte définitif qui sera présenté, il y aura toujours, mais là, il est prévu la création d'un haut conseil de la finance, je ne sais plus le nom exact, qui a des pouvoirs mais invraisemblables. C'est-à-dire que, par exemple, si le gouvernement dit qu'il y a des circonstances exceptionnelles qui font qu'il n'est pas possible de respecter les 0,5%,
de déficit structurel, le Haut Conseil aura le droit de dire que non, le gouvernement fait erreur, les circonstances ne sont pas si exceptionnelles et donc il faut respecter, il faut maintenir le respect des 0,5%. Mais depuis quand un organisme pas élu peut avoir un pouvoir supérieur aux représentants du peuple? C'est quand même... c'est antidémocratique, totalement antidémocratique. Donc si vous voulez, nous, là, pourquoi le référendum? Parce qu'il y a l'aspect du contenu du traité, et puis il y a l'aspect effectivement démocratique. Que ce soit sur donc, ce qui est dans le traité, je vous donne dans la loi organique, si cette disposition est maintenue, qui est antidémocratique, et que ce soit sur la façon de ratifier le traité, quoi. Parce que d'après ce que j'ai compris, j'ai l'impression qu'au Parti Socialiste, s'il y avait un vote, je ne suis pas convaincu que les militants voteraient non plus pour le traité, quoi. Donc on ne peut pas continuer à mépriser à ce point-là l'expression citoyenne. Parce que quand on fait passer des grandes décisions, des décisions qui engagent notre pays quand même pour de nombreuses années, contre finalement ce qui est le sentiment majoritaire, il ne faut pas s'étonner ensuite que les électeurs se détournent tout simplement des scrutins. Puisqu'ils ont l'impression qu'on accepte de les consulter que si ça ne vient pas en contre de ce que pensent ceux qui les consultent. Donc c'est une conception de la démocratie, c'est finalement, vous êtes contre, vous abstenez, vous restez chez vous, vous n'avez le droit que de venir voter pour, sinon taisez-vous, quoi. C'est quand même un petit peu gênant. Et sur la conférence environnementale, vous en entendez quoi? Alors, la différence avec le Grenelle, c'est que cette fois-ci, il y a le nucléaire qui est inclus dans les discussions. Mais compte tenu des déclarations qui ne sont pas hasard, les déclarations sur le nucléaire, sur les gaz de schiste et sur Notre-Dame-des-Landes, c'est une façon de dire que ces trois points ne bougeront pas, quoi. Donc c'est un petit peu bizarre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas convoquer une conférence environnementale avec l'ensemble des associations, des ONG, des forces sociales de notre pays, et avant même le début de cette conférence, dire, parce que c'est exactement ça, dire il y a 3 points qui de toute façon sont inamendables. Non négociables. Non négociables. Ouais. Et ces 3 points, c'est... Donc c'est le nucléaire, c'est les gaz de schiste et c'est Notre-Dame-des-Landes. Donc ce sont 3 points. Bon. Alors l'autre chose, moi ce que nous demandons, c'est, vous savez que les décisions du Grenelle de l'environnement ne sont pas respectées. Par exemple, la question des pesticides. La réduction des pesticides, c'est absolument pas respecté. Bon. Ce qu'il devait y avoir comme politique d'isolation des bâtiments n'a absolument pas été mis en œuvre. Bon. Donc, est-ce que les décisions qui sortiront, ou les pistes qui sortiront de cette conférence, iront au-delà du Grenelle ou pas? Parce que si elles en restaient au niveau du Grenelle ou en deçà, ce serait un échec. Et puis ce que nous attendons, c'est vraiment une orientation claire de reconversion écologique. Vous savez que aujourd'hui, plus personne, tous ceux qui travaillent sur le réchauffement climatique, il n'y en a plus un qui pense que nous allons rester aux 2 degrés maximum d'augmentation des températures, hélas. Qu'est-ce que vous avez pensé de la polémique entre les Verts et le PS sur le nucléaire, justement sur Montebourg, et comment vous avez suivi ça? Je dirais d'un côté ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, oui. C'est la position du PS, donc Europe Écologie, ils sont gentils, mais en allant au gouvernement, ils savaient quelle était la position du Parti Socialiste et donc du gouvernement sur le nucléaire. Donc ils n'ont pas à être surpris. Mais c'est vrai que le fait que ce soit réaffirmé avant la conférence, c'est une façon de dire il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Pour vous, c'est une stratégie délibérée du gouvernement? Parce que les Verts essayaient de dire oui, mais de relativiser en disant c'est des déclarations isolées, machin. Écoutez, il y a quand même eu une déclaration de Montebourg, reprise par le président de l'Assemblée nationale, reprise par Manuel Valls. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si Manuel Valls n'est pas le premier pas le vice-premier ministre dans notre pays, parce que c'est quand même lui qui donne beaucoup le là des orientations politiques ces derniers temps.
et pas seulement dans son champ de compétences. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de la place qu'il prend? Normalement, il y a un Premier ministre. C'est au Premier ministre de donner le cap, c'est pas au ministre de l'Intérieur. On a quand même fait 5 ans de ministre de l'Intérieur donnant souvent les orientations politiques du pays, donc c'est un peu désagréable. Donc je pense que sur le nucléaire, sur Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas de surprise. Là où effectivement Europe Écologie a raison de protester, c'est sur les gaz de schiste. Mais oui, sur le reste, il savait en signant. Ouais. Pour vous, c'est tenable leur position? Parce que du coup, là, il y a quand même, ça commence à faire pas mal de sujets où c'est vrai qu'ils savaient, mais bon, en tout cas, publiquement, c'est remis sur le devant de la scène. Il y a les gaz de schiste qui se rajoutent en plus, il y a le traité européen qui, quand même, a priori, la majorité des parlementaires ELV sont contre. Le gouvernement tape du poing sur la table. Bon, je ne sais pas ce qu'ils feront au final, mais s'ils resteront sur leur position, mais combien de temps c'est tenable, ce pied dedans, ce pied dehors? Si vous voulez, à partir du moment où ils ont privilégié l'accord pour avoir des députés et des ministres. Si vous voulez, la différence par rapport aux fois précédentes, c'est que les fois précédentes, il n'y avait pas d'accord politique, c'était un accord technique. Donc il n'y avait pas d'engagement des députés verts sur une ligne politique. Là, la nouveauté, c'est qu'il y a un accord politique. Et donc, l'Europe Écologie est tenue par l'accord qu'il a signé avec le Parti Socialiste. Donc ils ne peuvent pas reprocher ensuite aux socialistes ou au Premier ministre de leur rappeler les termes de l'accord. Et le traité, oui, ils le savaient. Quand nous avons eu les débats et les votes au Parlement sur le MES, on n'a pas entendu Europe Écologie. Ils avaient des députés. Ils ne sont pas venus intervenir. Ni à l'Assemblée, ni au Sénat. Mais c'est quoi alors du coup pour vous cette position sur le traité? C'est juste une façon de rappeler leur autonomie au gouvernement et qu'ils font ce qu'ils veulent? C'est pas un vote de conviction? Pour quelques-uns, ça va être un vote de conviction, mais je ne pense pas que pour certains, ça le soit. Parce que le problème aujourd'hui d'Europe Écologie, c'est de se dire, bon, on a nos 2 groupes, on a nos ministres, ceci étant, la situation est quand même très compliquée au niveau économique, au niveau social, ça risque de mal se terminer pour le Parti Socialiste, il ne faudrait pas qu'on coule avec, c'est ce que vous dites quand vous discutez en off avec eux. Hein. Bon, il ne faudrait pas qu'on coule avec le Parti Socialiste. Donc, et en plus, nouveauté, il y a en France aujourd'hui une autre force à gauche, qui est le Front de gauche, qui occupe l'espace, et y compris sur le terrain de l'écologie, au moins sur l'ensemble des thématiques écologiques, au moins le parti de gauche, et le Front de gauche sur une partie. Bon. Donc leur peur, c'est ça, c'est de se dire, ah bah mince. Et puis, ils ont vu que le parti de gauche a construit beaucoup de relations maintenant avec toutes les associations qui interviennent dans le champ de l'environnement. Nous avons des relations régulières maintenant avec l'ensemble de ces associations. Nous sommes, en tant que parti de gauche, présents dans toutes les mobilisations. J'étais encore mardi au procès à Saint-Nazaire à propos de Notre-Dame-des-Landes. Donc, aujourd'hui, des militants écologistes peuvent se dire, compte tenu du positionnement d'Europe Écologie, c'est pas tenable, on va voir ailleurs. Donc c'est aussi ça qui les motive. Ils ne sont plus les seuls. Il y a une alternative écologiste à gauche en France aujourd'hui. Donc il faut qu'ils reprennent un peu d'espace et donc se positionner sur le traité leur permet contre le traité, leur permet d'affirmer une ligne d'autonomie par rapport au gouvernement, par rapport au Parti Socialiste. Je ne suis pas sûr, s'il n'y avait pas eu des députés socialistes pour annoncer qu'ils voteraient contre, qu'ils l'auraient fait. Oui, parce que là, s'il y a des députés socialistes qui votent contre, pourquoi est-ce que nous, Europe Écologie, on ne voterait pas contre ? Donc ils vont dans l'autonomie, mais jusqu'à un certain point, quoi. Mais ils sont tenus par un accord.
Et du coup, sur la manifestation, ça s'organise un peu le 30 septembre. Vous avez. Bon, on a la réunion tout à l'heure là. Il y a la coordination. Il y a la coordination, oui, à 11 heures. Et ça sera un des sujets du jour. Ah oui, absolument, oui. Il y a la fête de l'UMA et la manif, et la mobilisation contre le traité, quoi. Et vous attendez combien de personnes le 30 ? Pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour dire. Hein. Ce qu'on voit, c'est que c'est parti très vite tout de suite, c'est-à-dire que ça correspond à une attente hein, de tous ceux qui se reconnaissent dans le front de gauche. Je pense que ce sera, bon, bien évidemment, ce sera une manifestation contre le traité, mais ce sera aussi ça aura un écho, si vous voulez, aussi, je pense que dans toutes les entreprises aujourd'hui confrontées au plan de licenciement. C'est une manifestation, excusez-moi, parce que moi je reviens aujourd'hui, qui aura lieu partout en France ou une Non, on propose une manifestation nationale. Ouais. D'accord. Avant, pendant tout le mois, il va y avoir des réunions publiques, peut-être des rassemblements. Bon, chacun localement va voir ce qu'il peut faire. Il y a déjà des réunions prévues là Non, ça commence. Hein. Ça commence. Ouais. Non, mais parce que le calendrier est hyper court. Le calendrier est hyper court, oui. Donc, c'est bon. Au niveau du Parti gauche, nous, la circulaire hebdomadaire va partir demain. Mais bon, tous les militants du Front de gauche sont déjà quand même au courant, mais bon, la circulaire va partir demain avec les informations pour mobiliser. Bon, la consigne, quand nous avons quitté Grenoble, ça a été aux militants, convoquez immédiatement vos réunions de comité pour organiser les premières réunions des collectifs du Front de gauche pour lancer la bataille, quoi. Vous pensez que ça peut être une redite de la mobilisation de la présidentielle, enfin ça peut faire un événement. C'est autre chose, hein. On n'est plus en élection, mais ça va être une manifestation forte du Front de gauche et de tous ceux, pas seulement du Front de gauche. Hein. Attention, il y a un cadre unitaire qu'au-delà du Front de gauche, c'est-à-dire dans cette manifestation, le Front de gauche sera là de manière très très présente, mais ça ira au-delà du Front de gauche, puisqu'il y a un collectif qui doit se mettre en place, où il y a Attaque, où il y a Copernic. Quand est-ce que vous les voyez, Attaque, c'est le 4 ? La réunion est demain soir. Aussi, en fait. Oui. Oui, c'est ça, le 4, c'est vrai. Oui. La réunion unitaire est demain soir. Donc, nous avons sorti un matériel en termes de tract affiche du Parti de gauche. Il va sortir un matériel du Front de gauche. Là, il va tirer à combien d'exemplaires ? Beaucoup. C'est-à-dire ? Je ne sais plus, mais ça va être important. Quelqu'un a le chiffre ici ? Pareil, hein, vous savez, la réunion importante, c'est tout à l'heure, quoi. Et sur la fête de l'UMA, c'est quoi le rôle de Mélenchon dans la fête de l'UMA Comment ça va se passer J'imagine que ça a été une des questions, comment trouver une place dans une fête. C'est plus le candidat. Enfin, voilà, c'est plus le candidat, voilà, c'est l'ancien candidat. Donc, écoutez, de toute façon, je sais qu'il y aura un stand du Front de gauche, qui sera d'ailleurs plus grand que celui de l'an dernier, avec des débats qui seront animés sur ce stand. Donc, et lui, il intervient dans un débat, c'est ça ? Pour l'instant, pareil, on termine de caler tout à l'heure. C'est vraiment la réunion décisive pour tous et demain matin. Voilà. Oui, c'est bien Geoffrey, on aurait dû faire la conférence de presse ce soir. On aurait dû faire l'après-midi, du coup. Oui, c'est vrai. Oui, on a peut-être fait une erreur. On vous rappellera. Oui. On vous rappellera, ouais. On va voir ça. Et par rapport à vos relations avec les communistes, parce que c'est vrai que ces derniers temps, ils ont quand même fait entendre une musique qui est un peu différente de la vôtre. Comment vous... C'est quoi, faute de votre part, c'est aussi réexister après la présidentielle et retrouver une place, autant parce que pendant la présidentielle, ils ont été hyper loyaux, quoi. Il y avait peu de choses qui sortaient, j'imagine qu'il y avait sans doute des accords, mais en tout cas, il n'y avait rien qui sortait. Là, c'est aussi, j'imagine, pour eux, retrouver une place... On l'a dit publiquement, effectivement. Maintenant, il faut qu'on trouve les façons de fonctionner du Front de gauche hors période électorale, bien évidemment, c'est un petit peu différent. La place de Jean-Luc, la place des différentes forces. Donc, il faut que tout ça se cale peu à peu. Ça se fait aussi en marchant. Donc, voilà, quoi. Et sur les différences qu'ils ont exprimées ? Il n'y a pas de différence. Je pense que
cette histoire du recours, c'est un petit peu absurde. Je l'ai dit tout à l'heure, nous, notre problème, c'est pas d'attendre les 5 ans pour ensuite dire, vous voyez, on vous l'avait bien dit, c'est nous qui... Mélenchon l'a quand même exprimé comme ça, non Non, ça se construit, c'est-à-dire, on n'attend pas, quoi. On est dès maintenant dans les propositions alternatives pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut faire autrement. C'est ça qui est très très important. Ça a été toujours notre motivation, hein, et la raison de construction du Front de gauche. Combattre la fatalité, combattre la résignation qui finalement existait dans notre pays avant cette élection présidentielle. Hein, donc il n'y a pas de différence d'appréciation des choses avec les communistes. Non, il y a la volonté d'être présent, le Front de gauche, et de porter nos propositions. Alors comme l'a dit Pierre Laurent, je crois que c'était, quand je l'ai entendu à la radio un matin, c'était hier. Non, samedi matin, je crois. C'était samedi matin. Oui, c'était samedi matin, voilà, c'est ça, c'était samedi matin. Bon, il y a une question de forme. Alors, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon ne parle pas comme Pierre Laurent, et inversement d'ailleurs. Donc il y a des questions de forme, il y a, sur le fond, il n'y a pas de... Il y a juste une question de place à trouver aussi. Parce que, je vous fais répéter, mais quelle place pour Jean-Luc Mélenchon ? De fait, Jean-Luc a quand même été le candidat à la présidentielle qui a fait 11%. C'est pas parce que l'élection est terminée, ça existe. L'élection s'est faite autour des propositions du Front de gauche, parce qu'il y avait le Front de gauche, mais aussi parce qu'il y avait un candidat. Ça s'est incarné à un moment donné dans un candidat. Que ça plaise ou pas, c'est le système présidentiel qui veut ça. Donc on ne peut pas dire maintenant l'élection est terminée, on renvoie Jean-Luc Mélenchon à la maison. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pour beaucoup de gens, oui, Jean-Luc représente à un moment donné le Front de gauche. C'est un peu un porte-parole naturel du Front de gauche. Et ça, quand on dit ça ne réduit pas la place de Pierre Laurent. Oui, bien entendu, mais aujourd'hui, il ne peut pas rester que la figure qu'il a été. Il doit prendre une place précise, non pas dans un système, parce que ça n'en est pas un, mais dans ce mouvement. Mais il a une place de fait dans le Front de gauche. Président du Front de gauche, je ne sais pas, est-ce qu'une présidence du Front de gauche... Non, il ne va pas y avoir présidence du Front de gauche. Il ne va pas y avoir présidence du Front de gauche. Mais il pourrait y avoir une organisation qui est au-dessus des partis, quelque chose qui soit un peu structuré. C'est un des débats. Ouais. C'est un des débats. C'est vrai que... Mais ça va être réglé quand, ce débat ? Vous êtes pressés, tout ça prend du temps. Hein. Non, c'est vrai qu'on regarde ce qui fait dans les autres pays avec les autres expériences. Bon, eux regardent nous ce que nous faisons nous. D-Link, c'était pas un bon exemple. Non. Non, D-Link, c'est un parti, c'est un seul parti. Donc aujourd'hui, on n'en est pas là au niveau du Front de gauche. Peut-être qu'un jour, on en sera là, mais pour l'instant, non, c'est pas le cas. Donc la question, c'est comment nous fonctionnons, effectivement, les différentes forces, les gens qui ne sont pas organisés dans ces forces. Est-ce qu'il y a des réorganisations au niveau de toutes ces forces ? Bon, ça va être ça un peu le débat de l'année, quoi. Mais ça ne va pas se faire en 15 jours. Hein. On est toujours sur l'adhésion directe chez vous ? Il y a toujours un débat sur comment on fait. Parce que le problème, c'est pas en soi l'adhésion directe. C'est après à quoi ça sert, comment on l'organise. C'est plutôt ça. Hein, qui adhère directement ? Est-ce que c'est tout le monde ? Est-ce que c'est seulement ceux qui ne sont pas déjà dans un parti ? Bon, ensuite, qu'est-ce que ça permet ? Parce que si vous voulez, à la base, il n'y a pas de problème. Nous, on a un collectif Front de gauche qui fonctionne bien, où tout le monde vient, les décisions sont prises tous ensemble. Il n'y a pas de... C'est pas les partis qui décident et les autres qui restent à côté. Bon, nous, par exemple, dans le collectif Front de gauche où je suis, il n'y a pas ce problème. Bon, il y en a d'autres, c'est moins évident. Donc il y a de tout. Hein, c'est encore au début de la campagne présidentielle, le Front de gauche était un cartel électoral, hein, parce que pour les européennes ça a été un cartel électoral, pour les régionales, pour les cantonales. C'est la première fois avec cette élection présidentielle qu'on passe à autre chose. Donc, et comme on y tient, comme la prunelle de nos yeux, on y fait attention et il faut prendre le temps de la gestation. On ne veut pas pousser les feux et faire tout exploser, quoi. On veut construire. On est en plus, vous voyez, avec une force comme le Parti communiste qui a quasiment un siècle d'existence, et d'autres forces qui viennent de tous les horizons de la gauche et qui sont beaucoup plus récents, y compris avec des scissions. Donc on est vraiment dans la recomposition, quoi, aujourd'hui. Donc, vous savez, pour tous ceux qui se battent sur cette recomposition à gauche, on a commencé en 2003. Alors, vous voyez, ça fait 9 ans qu'on a commencé, donc...
Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de certains membres de la gauche anticapitaliste qui demandent à Mélenchon sur les émeutes d'Amiens, en fait, visiblement ils ne sont pas d'accord avec les termes qui ont été employés. Je ne sais pas si vous avez vu en fait. J'ai pas vu, j'ai vu que le NPA protestait, j'ai pas vu que gauche anticapitaliste Il y protestait. a des membres de gauche anticapitaliste qui protestent aussi en disant faut pas les laisser tomber, le front de gauche doit être derrière les déshérités aussi, et derrière... Mais je crois qu'il ne faut pas mélanger les déshérités et ceux qui vont brûler les écoles primaires, enfin je crois que c'était une école maternelle, et les équipements sportifs. On peut être déshérité, parce qu'effectivement il y a des taux de chômage énormes dans ces cités, ce qui est d'ailleurs le principal problème. On peut rénover le bâti, mettre des médiateurs et tout ça, tant que vous aurez 50% de chômage chez les jeunes, vous aurez bien évidemment des situations de tension. Bon. Donc on peut être en situation de tension, mais ça justifiera jamais à nos yeux d'aller brûler des écoles et des équipements publics. Parce qu'en plus, le fait de brûler ces écoles et ces équipements publics dans les quartiers populaires, les premiers qui en pâtissent, c'est les habitants des quartiers populaires, bien évidemment. Toujours la même chose. Bah oui, donc... je crois que c'est ça qui... Bon, je sais que j'ai eu un accrochage samedi avec quelqu'un du NPR là-dessus. Est-ce que j'ai répondu? On peut manifester... protester, on n'est pas obligé de brûler les écoles, quoi. Ok. Super. Bon, ouais. Donc on va sortir vers 1h de la coordination. On peut vous appeler dans l'après-midi? Ouais, pas de problème.